Ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle réunion du Club du CEPI. Nous allons consacrer cette réunion à la zone euro, à la fois à ses enjeux économiques et à ses enjeux institutionnels qui, bien entendu, sont liés intimement. On peut dire que pour la zone euro, les crises se suivent mais ne se ressemblent pas. La dernière, la crise sanitaire, a vu une mobilisation sans précédent des instruments de politique monétaire non conventionnels, un soutien budgétaire massif au niveau des États membres et de manière tout à fait inédite au niveau de l'Union par l'émission d'une dette commune. Cela contraste beaucoup avec la précédente crise dont on se souvient, durant laquelle l'existence même de la monnaie unique avait été mise en doute. Et cette fois-ci, tous ces instruments de soutien à l'économie ont été mis en œuvre sans drame majeur. Cela n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de défis sur les années à venir, et même des défis que nous avons qualifiés de cruciaux. Comme je vous le disais, ils sont de nature à la fois économique et institutionnelle. On les a en tête, le niveau des dettes souveraines, les inégalités profondes entre les pays membres de la zone, mais aussi au sein de chaque pays, à la fois au niveau social et au niveau régional. La question du changement climatique et des investissements publics que ce changement impliquera. Et last but not least, le retour de l'inflation et l'esquisse d'un durcissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. C'est dans ce contexte économique extrêmement prégnant que se pose la question de la réforme de la gouvernance économique de la zone. Question qui pourrait à la fois raviver les divergences entre les pays membres, mais aussi éventuellement conduire à une intégration croissante. Donc, pour traiter ce thème essentiel de la macroéconomie, nous avons la chance d'avoir avec nous deux économistes de la Société Générale qui suivent cette question de très près sous l'ensemble de ses aspects. Et je crois que c'est vraiment une chance d'englober l'ensemble de ces aspects compte tenu de leur complexité et de leurs interactions. Donc, il y aura comme premier intervenant Michel Martinez. Michel est chef économiste euro de la Société Générale dans sa version investment banking. Il est diplômé de l'école polytechnique et a effectué une thèse en économie à Paris. Il a ensuite mené une carrière principalement à la Société Générale, mais aussi avec une expérience chez Amundi et chez Rexecode. Son collègue Yvan Mamalé est lui diplômé de l'Université de Toulouse. Il a fait l'essentiel de sa carrière à la Société Générale, mais aussi à la Banque Sarrazin. Et Yvan, au sein de la Société Générale, est le Brussels Watcher, comme
vous avez dans beaucoup de banques des ECB Watchers et je pense que c'est très sage de consacrer des ressources à l'évolution de Bruxelles, des ressources qui d'ailleurs sont basées au Royaume-Uni. Et donc, sans plus attendre, je vais leur laisser la parole pour faire une présentation qui durera une petite heure, durant laquelle je vous invite à poser vos questions sur le chat et à faire des remarques sur le chat en indiquant votre nom s'il n'est pas dans votre identifiant Zoom. Et je me ferai l'écho de vos questions dans la petite demi-heure qui suivra. Michel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Christophe, pour cette introduction sympa. Donc, tu as bien résumé les thèmes qu'on allait aborder. Je vais juste préciser la séquence qui me concerne et celle d'Yvan. Donc, moi, je vais vous présenter un peu un état des lieux, la situation actuelle. On est en train de sortir de la pandémie. Et finalement, après une sortie de crise, une situation un peu exceptionnelle, puisque l'idée qu'on a, c'est qu'on est en train de fermer les output gaps, que le marché du travail est tendu, il y a le retour de l'inflation, et qu'on voit bien que ça a un impact sur les banques centrales qui vont devoir normaliser les taux. Jusqu'où, on ne sait pas trop, mais disons que il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'on est en train de sortir d'une longue période où l'inflation était très basse, et donc à ce titre, la politique monétaire est extrêmement accommodante. Donc, je vais revenir sur ce thème-là. Ça peut être évidemment un élément de débat, mais ça reste le scénario central. Je vais vous évoquer aussi quelques risques à moyen long terme. Quand je dis à moyen long terme, c'est plutôt 5-10 ans. Très brièvement, mais dont certains ont été mentionnés par Christophe, dont la transition climatique. On va bien sûr traiter de la question de l'intégration européenne qui a été relancée par la Commission européenne en 2020, alors après de nombreuses années où ce sujet a été laissé en plan. Il avait été largement développé en 2012 avec les rapports des 5 présidents, laissé un peu en plan pendant quelques années. On imagine que le sujet le sujet revient à l'ordre du jour. Sur ce sujet, je vais, en ce qui me concerne, évoquer les éléments qui restent à résoudre pour avoir, disons, une zone monétaire optimale. Ça, je pense que tout le monde sera à peu près familier avec l'essentiel du sujet, mais l'élément clé, c'est vraiment la relation entre la Banque centrale européenne et les autres institutions européennes. Et enfin, Yvan développera en détail le sujet principal de l'intégration européenne de cette année, vraiment l'an prochain, même peut-être jusqu'en 2024, qui est le changement des règles budgétaires, règles fiscales. C'est le sujet, voilà, c'est le premier sujet à l'ordre du jour qui va être aussi traité par la présidence française dès le sommet de mars 2022. Donc voilà, donc je commence sur le sujet, donc l'état des lieux. Je l'ai déjà évoqué. On pense qu'on est en train de fermer les autres bouquins. Alors, je vais vous présenter la vision de société générale, mais dans les faits, on n'est jamais très très loin du consensus ou des scénarios des principales institutions. Bon, voilà, donc c'est ce qu'on pense aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'incertitudes sur cet outlook, et moi sur l'état des lieux lui-même. Bon, le thème clé, comme je l'ai évoqué, c'est on sort d'une période d'inflation très basse en zone euro qui a été de 1%. Alors, les chiffres de prévision, vous voyez, pour la zone euro, on prévoit 4,2% de croissance cette année, 2,3% l'an prochain, et vous voyez des taux de croissance
qui ralentissent après, qui sont en dessous au-dessus, pardon, des taux de croissance potentiels largement estimés. C'est un scénario. Mais bon, l'idée générale, c'est que en l'absence de choc, on est en train de fermer les output gap et qui vont être positifs. Alors, ici, vous avez les niveaux du PIB fin 2021. Vous voyez qu'on est revenu un peu partout en zone euro au-dessus des niveaux pré-pandémiques, en France même au-dessus. Et j'attire votre attention sur cette courbe. Pareil, c'est un scénario. C'est donc là le niveau de PIB, même qu'avant la pandémie. Les projections de Société Générale, qui je rappelle, ne sont pas très différentes de celles de la Commission ou de la BCE. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on les compare dans le scénario central avec les prévisions qu'on faisait pour cette même horizon avant la pandémie, en 2019, on voit qu'on a une trajectoire qui est au-dessus. Donc, c'est quand même très paradoxal. L'idée, mais encore une fois, si vous analysez les chiffres de la Commission, de la Banque centrale, pas la Banque centrale européenne, mais la Commission, ou même du FMI, c'est pareil. Donc, on a un horizon en termes de niveau d'activité à moyen terme, donc 2024-2025, qui semble, en l'absence de choc, meilleur que ce qu'on imaginait auparavant. Mais ça, c'est dû à deux choses. C'est le fait qu'il n'y aura pas de cicatrices durables sur le secteur productif de cette pandémie. Si cicatrices il y a, elles sont du côté des finances publiques. Yvan reviendra là-dessus. Moi, je ne vais pas les aborder. Mais du côté du secteur productif, a priori, il y en a peu. Et en plus, on a, toutes choses égales par ailleurs, des politiques économiques plus accommodantes à cet horizon que ce qu'on envisageait auparavant, en particulier budgétaire. Donc, alors, la output gap, où est-ce qu'on en est? Encore une fois, il y a beaucoup d'erreurs de mesure, mais bon, ça, j'ai beaucoup d'incertitudes. Ceux qui sont familiers de ces questions-là le savent, mais vous voyez, on dessine un horizon d'output gap positif. Comme je vous dis, ça a l'air assez consensuel, mais c'est basé principalement sur le fait que le taux de chômage et beaucoup d'autres indicateurs du marché du travail sont tendus. Vous voyez, pour la zone euro, on a un taux de chômage à 7%. C'est vraiment un taux de chômage le plus faible depuis 20-30 ans. Donc, c'est quand même énorme comme constat. Alors après, pourquoi on pense que cette année, et probablement même en 2023, on va avoir une croissance qui va rester forte? Premier point, on a eu une production industrielle, je vais peut-être revenir en arrière, qui a décru en 2021 à cause des goulots d'étranglement. Là, je vous montre pour l'Allemagne, le secteur manufacturier total. Là, c'est pour l'automobile, une chute sans précédent, vous voyez, division par deux. Mais on a le sentiment que ça remonte un petit peu, là, que ça rebondit, bien sûr avec un potentiel de rebond qui est colossal, comme vous voyez, hein, si on veut revenir au niveau, rien qu'au niveau pré-pandémique. Voilà, la raison, vous la connaissez, c'était les goulots d'étranglement. Et on a le sentiment que c'est en train de s'améliorer. Là, je voyais dans les enquêtes, délais de livraison qui sont en train de se normaliser. Donc, on peut imaginer décemment, et c'est ce que nous disent nos analyses sectorielles, que dans le secteur manufacturier, des semi-conducteurs, les goulots d'étranglement sont en train de s'amenuiser. Il n'y aura pas de normalisation pour le moment avant 2023. Mais voilà, on peut imaginer un scénario de rebond assez fort de la production industrielle cette année et probablement l'an prochain et même au-delà parce qu'il y aura des stocks à reconstituer. Le deuxième élément c'est la consommation. Alors la consommation, il y a beaucoup d'éléments. Déjà, en ce qui concerne la consommation, c'est durant cette crise l'une des composantes de la croissance qui a été la plus faible, qui est en retard par rapport au PIB, en particulier dans les services, mais pas que pour les services, consommation de voitures aussi. Alors après, quand on fait des projections, il y a quelques éléments contraires, des vents contraires. On pense à un durcissement budgétaire, mais qui sont quand même modérés. Si vous avez des questions, on en parlera, Yvan en parlera. Il y a bien évidemment la question de l'inflation qui vient manger le pouvoir d'achat, mais il nous semble qu'il y a d'autres facteurs positifs comme la croissance de l'emploi et surtout les excès d'épargne accumulés qui sont énormes.
On estime, voilà, le taux, là c'est la comparaison du taux d'épargne par rapport à sa moyenne de 2015-2019, qui est en train de baisser maintenant parce que dans quelques pays, parce qu'il y a des mesures de soutien qui sont retirées. Là, c'est en cumulé, et vous avez des chiffres ici, on a 7 points de PIB d'épargne cumulée. En France, c'est colossal, hein, quand vous voyez que 7 points de PIB, ça représente 5-6 années de croissance quand même, hein, du PIB. Donc, on a des ordres de grandeur colossales d'épargne accumulée capables, selon nous, d'absorber une bonne partie du surcroît d'inflation sur lequel je vais revenir cette année. Et puis, voilà, enfin, le marché du travail, quelque chose de frappant, ça c'est pour la zone euro, taux d'emploi qui est plus élevé qu'avant la pandémie, taux de participation maintenu, donc un taux de chômage qui a baissé, donc tout ça c'est cohérent. Et puis voilà, nos projections qui sont basées essentiellement sur le fait que l'emploi va continuer un peu à croître dans les années à venir, selon nous. Donc voilà, des perspectives quand même plutôt, en l'absence de choc, plutôt d'amélioration, donc qui vont probablement renforcer les contraintes sur l'appareil politique, les tensions sur l'inflation. J'ai mentionné les ménages, mais je pourrais mentionner aussi les entreprises. Donc, bonne santé financière des ménages. Mais les entreprises, vous avez ici les taux de marge des entreprises qui sont à un plus haut historique, troisième trimestre de 2021. Et c'est un effet numérateur parce que le dénominateur est quasiment normalisé. Et avec en plus un endettement vous avez ici pour la zone euro qui a baissé, en fait, qui avait remonté au printemps 2020 avec les prêts garantis d'État, mais qui est sur une tendance décroissante. C'est la dette nette des liquidités, des dépôts, des cash. La France, c'est probablement le seul pays où ça n'a pas baissé, mais il n'y a pas eu d'augmentation nette. Donc, d'une manière générale, encore une fois, en termes moyens, il y a toujours des éléments de distribution, mais en termes moyens, le sentiment que le secteur productif, ménages, les agents privés en tout cas, ménages et entreprises ont peu de cicatrices, voire pas de cicatrices de cette pandémie. Et donc, on va sortir de cette pandémie avec le secteur privé capable de croître et donc d'accroître les tensions, en particulier du côté de l'inflation. Alors, sur l'inflation, eh bien, comme beaucoup d'économistes, on pense qu'elle est moins transitoire qu'on le pensait. On a beaucoup travaillé dessus. Je vais vous montrer un peu quels sont nos outils, nos modèles. Nos outils, je ne vais pas rentrer sous le capot, on laissera pour les questions. Mais bon, le premier point, l'état des lieux, c'est qu'on a une inflation à plus de 5% aujourd'hui. On sait que c'est la moitié, c'est d'ordre énergétique. Mais là, ici, je vous ai mis l'inflation sous-jacente en zone euro, là, qui montre à 2,6%. Et là, je vous ai mis sur 2 ans en rouge le glissement annualisé pour éviter pour lisser un peu les sauts de la pandémie, là, parce que ça a baissé. C'est quand même une inflation qui revient vers les 2% et qui va probablement croître au cours de l'année 2022. Le point important à savoir, c'est que à avoir en tête du côté d'un changement de régime éventuel, en particulier la BCE, c'est que quand vous regardez, alors j'aurais pu mettre la moyenne ici avant, mais la moyenne avant la grande crise financière, elle était de l'ordre de 2%. Donc Trichet disait un peu en dessous de 2% pour l'inflation sous-jacente. Trichet disait que la BCE avait parfaitement délivré. Et puis, depuis la grande crise financière, surtout depuis 2010, on a eu une inflation sous-jacente en moyenne à 1,1, et comme vous voyez, assez stable depuis 2014-2015, donc le lancement du quantitative easing. Et donc, c'était l'argument de Draghi, de la BCE, de dire notre mandat, c'est de délivrer 2% d'inflation, donc tant qu'on n'y est pas, on en fait plus. Sauf que maintenant, en tout cas, les derniers points sont beaucoup plus élevés, et il y a quand même des bonnes raisons de penser qu'on va rester à des niveaux proches de cela. Je vous ai parlé de la haute de gamme qui était positive, je vais revenir un peu sur d'autres. Alors, je vous montre notre scénario. Peut-être, vous voyez, l'autre scénario, c'est notre scénario pour la zone euro. Donc, 2,6% d'inflation, c'est en 2021, 4,3% cette année,
essentiellement dû à l'énergie. Ça retombe un peu, mais ça reste finalement, vous voyez, on a des prévisions d'inflation légèrement en dessous de 2%. Mais pas à 1%, légèrement en dessous de 2%. Donc, du côté de la BCE, ça justifie au moins une normalisation des politiques, de la politique monétaire, des taux d'intérêt. Alors, je vous présente nos vues, mais comme souvent, c'est des vues à la fois pas très loin, partagées par le marché et les autres observateurs. En tout cas, bien sûr, c'est les autres prévisionnistes. Vous avez ici le Survey of Professional Forecasters. Vous voyez donc les anticipations d'inflation à très long terme. Donc, vous voyez qu'en rouge, là, pareil, on voyait que depuis 2014, elles avaient baissé très en dessous, relativement en dessous de 2%. Et là, maintenant, on a l'impression qu'on est en train de revenir à finalement des niveaux d'inflation anticipés, encore une fois, anticipés, qui sont pas très loin de ce qu'on avait avant la grande crise financière. Donc, juste l'idée, hein, c'est ce qui est en train de se faire en termes d'anticipation. C'est pareil pour les marchés d'ailleurs, c'est l'idée que dans les prochaines années, on va probablement revenir à un régime inflationniste qui est plus proche de l'ère Trichet que de l'ère Draghi. Et ça change tout. Ça change tout. Et on voit que c'est partagé quasiment sur tous les continents, par toutes les banques centrales. Alors concrètement, cette année, on va avoir une baisse. On anticipe. Alors vous avez nos prévisions en rouge, en marron, vous avez les prévisions des marchés, parce qu'il y a un marché, les marchés de swap ou d'obligations indexées sur l'inflation. Donc on a une très grande précision sur ce que les marchés anticipent. Donc il y a quand même, l'inflation va quand même baisser, c'est dû aux effets de base, mais après, elle devrait revenir sur la ligne des 2%. C'est un peu ça, c'est l'anticipation. Je ne vais pas m'étendre énormément sur la façon dont on fait des prévisions d'inflation, mais on regarde bien sûr l'inflation, c'est des cours de Félix augmentés, je dirais, avec l'inflation importée, l'inflation domestique, on regarde ce qu'on appelle l'inflation supercore et non supercore. Supercore, c'est celle qui dépend du cycle économique, des output gap, des coûts salariaux unitaires, et puis il y a une partie qui en dépend moins, comme les services de communication. Donc on regarde tout ça, on fait des prévisions, et il nous semble qu'il y a deux sources potentielles d'inflation plus fortes qui pourraient justifier ce changement de régime, qui est, comme je vous l'ai dit, qui commence à être anticipé. C'est d'une part du côté de l'inflation importée, le greenflation, le coût du changement climatique, qui a un impact bien sûr sur les prix des hydrocarbures, mais pas que, sur toutes les matières premières. Et puis, du côté domestique, le fait que le marché du travail est tendu et qu'on peut s'attendre au début, c'est pas ce qu'on voit, mais au début de croissance ou d'accélération, c'est pas ce qu'on voit actuellement, des salaires. Alors, sur les salaires, vous voyez, sur la zone euro, vous avez le revenu, la rémunération par tête, qui est en train de retrouver sa tendance. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, les salaires négociés sont faibles, donc pas d'accélération. Mais bon, vous voyez ici, quand on regarde dans plusieurs pays, hein, quand on regarde en gris les salaires négociés, ils suivent quand même de façon assez proche la rémunération totale par tête. Et il y a quand même des indicateurs avancés historiquement qui sont le marché du travail, le taux de chômage inversé sur l'échelle de droite, et bien sûr l'anticipation sur l'inflation. Donc c'est tout ça pour dire que les éléments de notre courbe de Félix augmentée suggèrent quand même que ça va pousser à la hausse. Alors c'est pas ce qu'on a peut-être pas beaucoup en 2022, mais au-delà, c'est ce qu'on commence à anticiper. Et sur le sujet, nous, dans les prévisions que je vous ai montrées, on est en dessous, très en dessous des prévisions des autres institutions en termes de salaire. Donc, voilà. Donc, il y a, comme le cadre se met en place pour une normalisation des politiques monétaires. Je rajouterais sur ce dernier point
sur la BCE le fait que la BCE envisage de changer de thermomètre. Alors, ça peut paraître un élément technique, mais c'est probablement un élément qui peut conduire à des changements politiques aussi significatifs au niveau des taux d'intérêt. Le changer de thermomètre, ça veut dire introduire dans l'indice des prix et de la consommation le coût du logement pour les propriétaires, on va dire. Donc, Owner Occupy Housing. Je vous appelle parce que j'ai eu un petit accident ce matin. Merci, c'est gentil. Donc là, la BCE, dans sa revue de stratégie, a demandé à Eurostat de commencer à publier un indicateur expérimental d'indice des prix HICP qui introduise cette composante. Et puis, la BCE a indiqué qu'à partir de 2026, elle voulait l'utiliser si c'était satisfaisant. Alors ça peut ne pas être neutre parce qu'on voit bien qu'au cours des dernières années, ça rajoute au moins 0,2 points, voire 0,3 points à l'indice des prix total et puis plus récemment encore plus. Donc, si vous voyez les prévisions que je vous ai faites, on voit une inflation totale, nous, à 1,7, 1,8, encore une fois, c'est pas très loin, 1,7, 1,8% en moyenne. C'est pas très loin des prévisions du marché. Vous regardez les anticipations de marché, du consensus. La BCE elle-même, dans ses prévisions horizon 2024, fait des prévisions similaires, 1,7, 1,8. Il y a des sources potentielles d'inflation, inflation salariale. Et en plus, vous voulez changer de thermomètre en rajoutant 0,1. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'on pourra avoir une inflation avec la nouvelle mesure, à 2% ou au-delà de 2%. Donc, un changement de régime quand même complet par rapport à la longue période d'inflation à 1% qu'on a connue depuis la grande crise financière. Donc, en ce qui concerne la BCE, ça change beaucoup de choses. Vous voyez, donc vous connaissez les taux directeurs, le taux de dépôt, moins 0,5. Vous avez ici les anticipations de marché. Donc, le marché anticipe une sorte de taux neutre nominal à long terme qui est un peu inférieur à 1%, même plutôt 0,5 dans la raison visible. Nous, on a fait d'autres prévisions. On pense que ça peut remonter encore plus loin, mais même nous, on pense on estime qu'on est relativement prudent. Bon, il y a une première question, ce que ça montre, qui est de savoir quelle est, avant même de se poser la BCE, avant même de se poser la question de savoir si à un moment ou à l'autre, elle devra durcir sa politique monétaire, il y a quand même la question de savoir, d'avoir une politique monétaire beaucoup moins inconvéniente, neutre, avec des taux d'intérêt réels moins négatifs. Donc, il y a un débat. Est-ce que faut les remonter à 0,5, 1, 1,5? C'est tout un débat, mais en tout cas, pas les laisser à moins 0,5. La question va se poser aussi bien sûr, pour le quantitative easing. Cette séquence, toutes les banques centrales sont en train de se la poser, bien évidemment. Vous voyez que depuis 2015, là, le quantitative easing, c'est l'élément principal de la politique de la Banque centrale européenne. Bon, la Banque centrale européenne pourra se poser les mêmes questions que la Fed se pose aujourd'hui. C'est pas simplement d'arrêter en termes nets les quantités des achats, mais éventuellement commencer à baisser la taille de son bilan. Et là, ça peut évidemment créer des sujets du côté des dettes publiques. Là, je vous ai montré, alors sur les taux d'intérêt réels, le taux neutre, c'est un élément de débat. C'est un sujet sur lequel je pense que tout le monde va travailler, mais vous avez un taux d'intérêt réel neutre. Là, tout simplement, on a pris le taux de dépôt moins l'inflation moyennée sur 5 ans. La BCE produit aussi des estimations du R-star qui sont pas très loin, donc ça marche bien.
nous, vous voyez dans notre scénario central, celui que je vous ai montré, où le taux de dépôt remonte à 1,75, ça fait un taux d'intérêt réel neutre, à 0. Mais bon, il faut avoir en tête que sous Trichet, il était à 1,75. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et vous voyez, le marché, lui, il n'anticipe qu'une remontée peut-être de 100 points de base, qui n'est pas énorme. Donc, il y a aussi un risque de marché de ce côté-là quand la BCE remontera ses taux. Mais bon, bref, de toute façon, les taux d'intérêt réels, ils sont extrêmement négatifs, extrêmement inconvénients, quelle que soit la façon dont on mesure. Et la poussée d'inflation ne va pas aider va maintenir cette politique monétaire inconvéniente. Donc, il faut remonter les taux, il faut que les conditions de financement, les taux d'intérêt, surtout que les maturités augmentent. Les risques. Alors maintenant, je vais très rapidement, je vais aborder cette question, mais juste énumérer quelques risques et montrer quelques graphiques. Mais je vais pas beaucoup m'étendre sur le sujet. Je dirais qu'à court terme, bien sûr, la crise ukrainienne-russe et dans tous les scénarios que je vous ai posés, présentés, le sujet n'est pas évoqué. Ça ne fait pas partie de notre scénario central. Il y a d'autres, j'ai évoqué les risques concernant l'inflation, mais au moins, on a au moins le sentiment que les risques déflationnistes sont derrière nous. Donc, le whatever it takes, il est un peu derrière nous. Hein. Et donc, ça soulève la question de la normalisation de la politique monétaire. Il y a d'autres sujets dont certains, la plupart, en fait, finalement, sont plutôt des risques baissiers. Hard landing en Chine, le risque d'endurcissement de la politique et les politiques économiques aux États-Unis plus rapide que prévu, tant monétaire que budgétaire. Sur le long terme, je voudrais évoquer je vais vous montrer quelques graphiques, mais pour la zone euro, il y a bien sûr le sujet important de la transition climatique. Là, c'est avec un horizon 2030 qui est pas si lointain que ça. Il y a la question de la réduction des dettes publiques, Yvan va revenir là-dessus. Et puis, il y a d'autres sujets, les sujets habituels depuis la construction de la zone euro, l'absence de convergence dans la zone euro, dans l'Union européenne et la zone euro. On pourrait y associer des excédents courants qui peuvent poser des problèmes en termes de tensions commerciales et puis des problèmes internes à la zone euro, dans la question du pouvoir d'achat, la distribution des revenus, etc. Bon, c'est des classiques, mais tous ces classiques n'ont pas été résolus depuis une vingtaine d'années. Et puis, on rajoute des objectifs, des enjeux. Alors, sur la question du pouvoir d'achat, pareil, très rapidement, pour le cas de la France, que c'est un thème de campagne, vous voyez ici la progression du pouvoir d'achat des ménages par ménage. Donc, a beaucoup baissé entre 2010 et 2016, et puis qui a progressé maintenant, mais en moyenne, ça fait 0,1% par an. Donc, pas de progression en moyenne. Donc, on peut imaginer qu'il y a des enjeux de redistribution de revenus. Je sais que l'INSEE travaille sur ce type de sujet par décile, mais il y a quand même fort à penser que le pouvoir d'achat par ménage des destinataires a baissé depuis 12 ans. Donc, c'est pas avec la montée de l'inflation, c'est pas étonnant que ce soit le sujet principal de la campagne politique. Je mentionne la France, mais c'est évidemment des sujets, des nouveaux sujets qui vont être prioritaires pour tous les gouvernements en Europe. La question de la transition climatique, juste un rappel, en 2021, l'an dernier, la Commission européenne a indiqué que le nouvel objectif, c'était une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% entre 1990 et 2030. Si le précédent, c'était 40%, vous voyez, 40% ici, voté il n'y a pas très longtemps, 2018. C'est juste pour vous dire que toutes les stratégies nationales bas carbone, dont celle de la France, qui a été présentée en 2020, ont été faites sur un objectif de 40%. Et pourtant, il y avait quand même
matière à penser que les mesures qui étaient dans le tuyau n'étaient pas de nature à réaliser cet objectif. Donc déjà, il y avait un déficit d'implémentation. Et là, on vient de rajouter 15%. Donc, vous voyez, je ne sais pas comment on va faire. Peut-être que ce ne sont que des objectifs, 55%, et qu'il n'y aura pas la volonté politique de le faire, mais c'est un vrai sujet. Et bon, je vous rappelle les ordres de grandeur qui sont évoqués pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, c'est un accroissement du taux d'investissement d'environ 4 points de PIB. Donc, c'est pas rien. Permanent. Donc, le taux d'investissement qui est quand même PIB. Donc là, il y a un sujet de crédibilité des objectifs. Mais si c'est crédible, vous voyez bien que si c'est crédible, si les gouvernements veulent vraiment y arrêter, là, il faut vraiment changer la trajectoire. Et on est en 2022, donc il faut faire vite. Avec tous les sujets aussi d'acceptation politique que ça pose, de financement. Donc, voilà. Donc, en fait, ce sujet, les nouvelles stratégies bas carbone, ça va être les enjeux 2022-2023. Et on verra si c'est crédible, mais si les politiques qui sont crédibles, ça va secouer. Ça va secouer. Après, sur la greenflation, je ne vais pas m'étendre très longtemps, mais il faut avoir en tête que avec l'essor des énergies renouvelables, il y a probablement une demande qui est explosive. Dans toutes sortes de métaux. Là, je vous dis, il y a 11 millions de véhicules électriques aujourd'hui. On anticipe qu'il y en aura 145 millions en 2030, c'est x13. Et il y a un parc total de véhicules dans le monde d'1,2 milliard. Donc, vous voyez les enjeux, x13. Et après, il faut faire quasiment x8, x9. C'est colossal. L'accroissement de la demande de métaux, lithium, cobalt, nickel, tout ça, c'est juste fantastique. Donc, on va avoir des niveaux des prix de toutes les matières premières élevés, et probablement y compris pétrole, gaz, et voir des nouvelles hausses des prix. Donc, et ça va durer des décennies. Donc, c'est une contrainte supplémentaire. Sur la convergence, pareil, je ne vais pas m'étendre trop non plus, mais là, vous avez l'écart des niveaux de PIB par tête par rapport à la moyenne de la zone euro, et vous voyez que les pays qui étaient au-dessus restent au-dessus, les pays qui étaient en dessous restent en dessous. Il n'y a pas de convergence, il y a même s'il y a peut-être une divergence depuis 30 ans. Donc le sujet de convergence au sein de l'Union européenne n'a pas été résolu. Pareil pour les balances courantes, comme vous l'indiquez. Donc il y a les problèmes identifiés dès le début de la création de l'Union européenne et de la zone euro restent en place. Alors sur l'intégration européenne, donc je vais pour le moment insister que sur cette slide avant de passer la parole à Yvan. C'est un peu longue, mais peut-être qui j'espère résume un peu les enjeux entre les institutions, les gouvernements, la Banque centrale européenne. L'idée centrale, c'est que la construction de l'Union européenne a été basée d'une part sur le marché unique et d'autre part sur finalement en ce qui concerne les États, des mécanismes d'aide, mais pas d'union budgétaire pleine. Alors, en ce qui concerne le marché unique, on peut dire que c'est quand même un beau succès du côté des biens et des services. Il y a les étapes qui restent à finaliser, qui sont tout ce qui est le marché des capitaux et l'union bancaire. Ça c'est continuellement repoussé. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration sur le sujet depuis maintenant, depuis une dizaine d'années. En ce qui concerne finalement l'union budgétaire, plutôt les mécanismes d'ajustement, peut-être avoir en tête quelle est l'idée de base qui a été développée depuis la crise grecque. C'est des mécanismes de soutien conditionnel avec la réforme de l'ESM qui permettent à la BCE éventuellement d'intervenir
mais la BCE, elle continue de faire face à ce risque de crédit. La BCE, elle est soumise à des limites sur les achats de titres d'État qu'elle peut acheter, donc les issuer limits, 33% maximum, qui à un moment a été envisagé à être réduit à 25%. En cas de choc asymétrique sur un État en particulier, c'est la logique, c'est institutionnel, c'est des aides de l'ESM et éventuellement la BCE via l'OMT, via un programme conditionnel, donc l'État qui fait face à un problème doit donc aller auprès de l'ESM, demander une aide, et à ce titre, la BCE peut elle-même acheter des titres de cet État. Donc je mentionne cette relation. C'est une relation qui est spécifique à la BCE, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, parce que tous les autres banques centrales ont un seul État, et donc pas de risque de crédit souverain, et donc n'ont pas de limite sur ce qu'elles peuvent faire, en tout cas pas de limite institutionnelle. Alors, cette infrastructure un peu, et puis ce rôle de la BCE a été masqué, le rôle de la BCE, depuis 2015 et depuis le fait que parce que le quantitative easing avait été justifié au motif que l'inflation était trop faible, et donc on avait un outil symétrique d'achat de titres obligataires de tous les États en proportion des ratios de capital. Mais un outil symétrique. Dans l'avenir, s'il y a un changement, donc on vient de sortir, on a eu une période longue de dominance, qu'on pourrait qualifier de dominance fiscale, parce que la BCE faisait du quantitative easing, et donc finançait les États à moindre de frais, mais c'était justifié du point de vue de la BCE parce que l'inflation n'était pas à son niveau souhaité de 2%. Si ça change et si on considère que la BCE va rester indépendante et donc respecter le traité pour éviter des problèmes avec la Cour de justice européenne ou la Cour constitutionnelle allemande, et que si on pense qu'elle arrête le quantitative easing, qu'elle normalise ses taux, eh bien on se retrouve dans une sorte de configuration un peu meilleure que celle qu'on avait avant. Voilà, c'est tous ces outils, quantitative easing, parce qu'on a fini la réforme de l'ESM, mais où les seuls outils à disposition s'il y a un choc sur la dette, on peut penser à l'Italie, par exemple, ce sont ces outils-là. Et avec ESM d'un côté et puis OMT de l'autre, et puis avec finalement c'est écrit dans les traités de l'OSM, s'il y a vraiment des problèmes, c'est jusqu'à présent la doctrine de la BCE, s'il y a vraiment des problèmes, c'est l'idée d'aller jusqu'à une restructuration ordonnée de la dette publique, un rééchelonnement de la dette, comme ça a été fait pour la Grèce. C'est la doctrine qui est écrite noir sur blanc dans les traités, qu'on a complètement oublié depuis le quantitative easing. Mais donc la question, c'est est-ce que ça ne peut pas ressurgir? Donc ça bien évidemment, ça fait écho aux règles budgétaires dont Yvan va vous parler dans un instant, on voit bien que la BCE elle a besoin de règles budgétaires fonctionnelles, crédibles, pour éviter ou même pas la BCE, mais toute la zone euro dans son ensemble, pour éviter qu'il y ait un choc asymétrique sur la dette publique dans les prochaines années, alors que les autres, alors que les dettes publiques ont augmenté. Après, on va pas les présenter ces sujets, mais on pourra en discuter si vous intéresse. Dans la question de l'intégration européenne, à améliorer les deux outils majeurs d'absorption des chocs, qui sont l'union budgétaire et le fonctionnement des marchés financiers. On sait que les marchés financiers sont un grand absorbeur de chocs économiques,
plus important d'ailleurs que le budgétaire, en tout cas en Europe, mais même aux États-Unis. Et donc, il y a une liste de choses à faire, mais c'est probablement pas à l'horizon 2022-2023. Donc, on laissera ça pour les questions-réponses. Et sur ce, comme j'ai beaucoup dépassé mon temps, je vais laisser la parole à Yvan. Tu me dis, Yvan. Ok, très bien. Okay, très bien. Merci Michel. Alors, je vais effectivement me focaliser sur les règles budgétaires. Et pour moi, il y a trois raisons. D'une part, comme l'a dit Michel, elles sont en cours de discussion et c'est la priorité pour les 2 années à venir. D'autre part, pour moi, c'est une question centrale. C'est une question centrale pour la politique budgétaire, la coordination des politiques budgétaires en Europe et donc pour la croissance. Et c'est également une question centrale pour la soutenabilité de la dette publique. Et enfin, je pense que c'est aussi une question qui permet quelque part d'aborder les autres grands projets dont Michel vient de parler, que ce soit union bancaire ou union budgétaire. Alors, je vais commencer avec un peu d'historique sur le slide suivant, en regardant les spreads, les écarts de taux entre l'Italie et l'Allemagne. J'ai aussi mis la France pour référence, mais je vais me focaliser sur l'Italie pour voir que, en fait, montrer à quel point l'évolution des écarts de taux est liée avec la construction européenne et à quel point la soutenabilité de la dette italienne est intrinsèquement liée aux règles budgétaires. Alors, je m'explique. Je vais donner quelques exemples. Regardez, milieu des années 90 jusqu'à 1999, vous avez une très forte compression des taux italiens, et ceci alors qu'on était dans la deuxième phase de l'UEM. En fait, c'est la période où les gouvernements italiens ont mis en place des mesures pour permettre à l'Italie de d'adopter l'euro parmi les premiers pays qui ont adopté l'euro en 99. Et de fait, on a vu entre mi-95 et 2007 une très forte réduction de la dette publique italienne. Alors après, à l'inverse, ce que vous avez, c'est la dette, la crise financière, la crise des emprunts souverains. Vous voyez, très forte tension sur les taux, sur les spreads de taux. Crise politique italienne, en crise entre guillemets, mais la période où on a eu le gouvernement du mouvement 5 étoiles et de la Ligue qui ont été en place, et on a vu également des tensions. Et pour moi, ces deux exemples montrent quelque part la fragilité, la vulnérabilité de l'Italie en l'occurrence, mais d'autres pays, et la nécessité d'aller vers une coordination des politiques budgétaires quand on est dans une zone, une union monétaire, et quand on a en fait la politique monétaire est donnée à la Banque centrale. Alors, je vais passer à la Banque centrale européenne. Je vais passer maintenant sur les 2 prochaines slides, et je vais parler de politique encore, Michel, merci. Encore politique, encore Michel, merci. Directement aux règles budgétaires. Voilà. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les règles budgétaires, on a eu une réforme des règles budgétaires il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec le Fiscal Compact, et donc plusieurs raisons pour lesquelles 10 ans après, on reparle d'une réforme, et moi j'espère d'une réforme assez radicale des règles budgétaires. Alors, la première des choses à voir, c'est que ces règles, elles n'ont pas permis clairement d'amélioration du niveau, du ratio de dette publique, et hors crise, hors crise sur la période, même si on va prendre 2015-2019, pas permis d'amélioration de la dette publique. Alors, première des choses à voir sur le graphique de droite, c'est de voir que le taux de conformité aux règles budgétaires n'a pas augmenté. Au moins, il n'a pas augmenté. Si vous regardez par rapport sur le graphique à gauche, la courbe la barre en, je pense que c'est du marron, vraisemblablement, qui vous montre que sur la période 2011-2018, on n'a pas vu d'amélioration du taux de conformité aux règles de déficit dans les pays européens. Pareil, encore pire pour la règle sur la dette. C'est le graphique de droite, hein. Le graphique de droite, oui, pardon. Si vous regardez maintenant, en l'occurrence, le graphique de gauche, en termes de dette, de niveau de dette, les étoiles vous montrent
la cible selon les règles budgétaires entre 2015 et 2019 de réduction de la dette. Vous voyez que l'Italie aurait dû baisser par an le niveau de dette de 4 points de PIB. Or, en fait, ce qu'on a vu, c'est une stabilité de la dette italienne. De la même façon, pour la France, alors je passe sur l'exemple de la Grèce, parce que c'est particulier sur la période, mais sur la France, selon les règles budgétaires, ça aurait été une réduction de la dette d'environ 0,5%. On a eu une augmentation de la dette publique sur la période. Donc, quelque part, pour résumer, c'est des règles budgétaires qui ont échoué à leur objectif, l'objectif ultime qui est la soutenabilité de la dette, la réduction des niveaux d'endettement. Alors, ça va au-delà. Si je vais sur le prochain graphique, Michel, merci. En fait, elles ont même été contre-productives, puisque sur la période 2011-2014, elles ont mené clairement à des politiques pro-cycliques, des politiques de consolidation budgétaire pro-cyclique. Alors, ce n'est pas uniquement les règles budgétaires, les marchés également ont forcé les États membres à des mesures de consolidation, mais ça montre aussi qu'il y a un problème de gouvernance et qu'à l'inverse des États-Unis, on n'a pas de capacité de budget fédéral qui aurait pu permettre d'éviter une telle politique pro-cyclique. Et à l'inverse, pour l'anecdote, si vous regardez le point sur 2019, vous pouvez voir qu'on a eu en 2019, alors que l'output gap était revenu légèrement positif, on a eu un léger assouplissement de la politique monétaire. Donc, on voit bien quelque part que les règles budgétaires, du fait de leur complexité notamment, ont eu ici des effets plutôt néfastes. Maintenant, avec la pandémie, et c'est sur le prochain graphique, la pandémie a offert une nouvelle raison, une raison supplémentaire pour réformer les règles budgétaires, et c'est l'augmentation des dettes publiques. La dette de la zone euro, elle a augmenté d'à peu près 15% sur la période, 15 points de pourcentage. Vous avez sur le graphique de droite, vous pouvez voir qu'on a à peu près un tiers des pays qui, en 2022, désormais, a une dette qui est quasiment le double de la cible des 60% selon les critères de Maastricht. Donc clairement, déjà à un premier abord, le sentiment que cette cible, en tout cas pour certains pays, de 60% paraît irréaliste et clairement dépassée. Alors, je vais regarder un peu au-delà, je vais aller sur le graphique suivant pour voir que en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a eu une forte baisse en fait du coût du service de la dette depuis la phase 2 de l'UEM, tous les pays, baisse du service de la dette qui s'est poursuivie pendant la pandémie. Et ceci, pour moi, c'est important parce que ça veut dire que depuis, en fait, si on compare avec Maastricht, quand le traité de Maastricht a été signé, on est dans une situation où les États peuvent se permettre un taux d'endettement nettement supérieur aux 60%. Et peuvent continuer à vivre avec des taux de dette plus élevés du fait du service de la dette. Alors, une façon de voir ça un peu différemment, c'est de regarder le graphique sur la droite et de voir, en fait, c'est de la mesure du solde primaire qui permet de stabiliser la dette publique. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pour tous les États européens, les grands États, ce solde primaire qui permet de stabiliser la dette publique a progressivement diminué grâce à la baisse du service de la dette, et ce, malgré l'augmentation des dettes publiques. Et même en Italie, avec une dette de 155 points de PIB, on a, en 2022, on a, pour stabiliser cette dette, un déficit primaire suffirait. Alors, un très léger déficit primaire en Italie, mais malgré tout, ça veut bien dire quelque part que qu'on est clairement dans une situation où la règle des 60% paraît, c'est un concept bien dépassé. Alors, je vais maintenant prendre cet exercice et aller au-delà sur le graphique suivant et dire, plutôt que de stabiliser la dette, que se passerait-il si, en fait, les États devaient respecter les critères de Maastricht et donc les règles de la dette et donc diminuer leur dette publique en 20 ans, la ramener à 60%.
C'est la dette de la règle de la dette, c'est celle-ci, c'est ramener la dette publique à 60% à un horizon de 20 ans. Et dans ce contexte-là, vous pouvez voir que pour l'Italie, donc c'est les barres en gris, l'Italie, pour ramener à 60% la dette à 60% en 20 ans, il faudrait un solde primaire de 5 points de PIB par an sur 20 ans. La Grèce, on parle quasiment 7 points de PIB. Donc on voit bien que c'est, notamment pour ces deux pays, c'est complètement irréaliste et irréalisable. Si après on dit on va essayer de relâcher un peu ces deux hypothèses, et on dit par exemple pour l'Italie qu'au lieu de 60%, c'est 100%, une dette à 100%, et d'ici 30 ans. En fait, vous arrivez à ce moment-là à ce que le solde primaire nécessaire soit un solde primaire de 1,5% du PIB. Et 1,5% du PIB, c'est le solde primaire moyen qu'a eu l'Italie dans la décennie précédente, avant la pandémie. Donc, on vient sur un solde primaire qui est plus réaliste et donc probablement plus facilement réalisable. Alors, ça ne se fera pas sans effort. Vous pouvez voir que pour la France, par exemple, si la France et l'Espagne, mais pour la France, si on dit 80% sur 20 ou 30 ans, il faudrait un solde primaire à l'équilibre. Sauf que la France, au cours de la décennie passée, le solde primaire français, c'était c'était un déficit de l'ordre de 2% en moyenne. Donc, on voit bien qu'il y aura des efforts malgré tout à fournir. Mais je pense que ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où on passe d'une situation où la cible de dette est imposée quelque part, elle est donnée à tous les pays à 60% de façon imposée comme ceci, on passe en fait à une situation où la dette est plutôt discutée pays par pays, etc. Ça permet au pays d'intégrer cette cible et de ne plus être vue justement comme imposée, quelque part imposée comme par Bruxelles. Et donc, elle devient, cette réduction de la dette devient plus réalisable, qui est l'objectif ultime. L'objectif ultime n'est pas d'avoir une dette à 60%, mais il est effectivement de voir les taux d'endettement se réduire progressivement. Alors, maintenant, sur ce graphique, en fait, ce que j'ai fait comme hypothèse de base, c'est que j'ai pris l'hypothèse que le couple croissance-inflation, taux d'intérêt, pardon, ce couple restait inchangé par rapport au niveau 2019. Et on voit bien que dans la période récente, avec la remontée de l'inflation dont parlait Michel, et vraisemblablement la hausse des taux d'intérêt de la BCE à venir, que c'est une hypothèse qui est de plus en plus difficile à croire. Donc, sur le graphique suivant, ce que j'ai regardé, c'est l'élasticité, en fait, de la dette. Michel, merci. L'élasticité, donc assez classique, de taux de ratio de dette au taux d'intérêt, à la balance primaire et à la croissance. Et vous pouvez voir que quand on fait des chocs permanents sur les taux d'intérêt, sur le primaire ou sur la croissance nominale, vous pouvez voir qu'à horizon de 10 ans, en fait, l'impact d'une croissance, l'impact de la croissance est le double sur la dette que celui des taux d'intérêt. Donc, ça vous donne, en fait, pour regarder sur le tableau, ça vous donne l'idée que si vous avez une situation dans laquelle les taux d'intérêt augmentent, on va dire de 100 points de base de plus que l'augmentation de la croissance, vous avez, si vous regardez dans le tableau les points en bleu, vous pouvez voir qu'on a une dette qui, quelque part, n'augmente pas, voire n'augmente que très peu, plus on a une croissance qui augmente. Donc, quelque part, c'est un peu ici de dire qu'on peut quelque part, comme l'Italie et tous les pays européens, peuvent vivre avec une augmentation des taux. Le problème dans ce modèle, de ces élasticités, c'est qu'elles sont basées, quand on parle de croissance nominale, elles sont basées principalement sur une augmentation de la croissance réelle. Donc, on est face à un choc, récemment plutôt un choc d'inflation, même si on a un peu plus de croissance à l'heure actuelle. On a bien le sentiment que, comme l'a dit Michel, on a changé de régime d'inflation. Donc, ce que on essaie de faire dans le tableau,
c'est de regarder l'impact de l'inflation sur le niveau de dette. Et donc ici, on a pris en compte, on a une augmentation du taux d'intérêt de 100 points de base et une augmentation d'un point de pourcentage du PIB nominal. Donc en fait, c'est les données en jaune dans le tableau. Et en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si la croissance nominale, elle augmente uniquement grâce à la croissance, donc c'est quand vous avez le niveau 0 dans la courbe sur l'axis. Si, en fait, c'est pour moitié inflation, pour moitié croissance, donc c'est 0,5, et in fine, si l'ensemble de la croissance nominale vient de l'inflation. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que si ça ne vient que de l'inflation, on a une augmentation très forte du taux d'endettement de l'Italie, en l'occurrence, parce que l'exercice était fait sur l'Italie. Et donc ici, ça montre bien, en fait, pour moi, les risques asymétriques qu'on voit sur la dette en fonction des différents scénarios auxquels on va... et la nécessité de réformer effectivement les règles budgétaires, mais également la gouvernance de la zone. Alors, je vais terminer sur le graphique suivant pour donner, alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais ici, vous avez un tableau qui vous présente les différentes propositions, plusieurs propositions qui ont été faites par différentes instances ou pays européens, qui vont être des moins radicaux aux changements les plus radicaux. Vous avez effectivement les pays frugaux, donc Pays-Bas, Danemark, etc., qui, eux, ne veulent quasiment aucun changement en termes de règles budgétaires. Ensuite, vous avez la Commission européenne, le European Fiscal Board, Bruegel, qui, eux, plaident pour changer, donc ne plus avoir une cible commune à tous les pays, mais une cible plus spécifique pays par pays, et qui, donc, je l'ai dit, permettrait à mon avis de permettre effectivement à ce que cette cible soit effectivement atteinte. Ces instances, hein, pour l'essentiel, elles plaident également pour qu'il y ait une green golden rule, c'est-à-dire pour enlever du calcul du déficit tout ce qui est dépenses liées à la transition écologique. Et pour beaucoup, ils plaident également, et dans cette catégorie, je rajouterai les propositions françaises récemment, ils plaident également pour ce que, aux règles budgétaires, on rajoute quelque part une idée d'union budgétaire. C'est-à-dire que c'est soit avoir un budget européen, soit avoir un nouveau plan de relance, soit combiner les dettes européennes, et qui permet, et tout ceci, donc créer de nouveaux mécanismes pour lesquels les pays ne pourraient accéder qu'à condition qu'elles à condition voilà, je crois que j'étais... Excusez-moi, c'est moi qui ai coupé le son parce qu'il y avait un coup de fil parallèle. Très bien. Donc, en fait, voilà, ce que je disais, c'est que ces mécanismes, que ce soit budget européen ou nouveau plan de relance, ou combiner les dettes publiques, la condition serait de respecter les règles budgétaires qui auraient été décidées en commun. Et donc, c'est vraiment une façon ici de combiner un peu les deux et effectivement d'avancer vers un modèle qui serait plus proche du modèle américain que le modèle hybride dans lequel l'Union européenne et la zone euro est en ce moment. Alors, pour nous, en fait, sur les 2 années à venir, disons qu'il nous semble que ce qui pourrait, on pourrait aller, il nous semble qu'il y a un consensus pour enlever tout ce qui est le medium term objectif, donc c'est-à-dire c'est la cible qui est liée, qui prend en compte le solde structurel, la variation en fait du solde structurel, et
retirer, et donc il y a un consensus pour dire que c'est trop compliqué, c'est inobservable, etc. Donc il faudrait passer à une mesure plus observable, notamment les dépenses publiques. Il semble qu'il y ait aussi un consensus qui pourrait aller vers le Green Golden Rule. Alors c'est toujours en discussion, les Allemands récemment, semble-t-il, étaient un peu plus réticents, et au-delà, enfin, on peut discuter du bien fondé de telle mesure. Pour nous, il y a un sentiment qu'on ouvrirait une boîte de Pandore, qu'on peut se poser la question pourquoi on enlèverait uniquement les dépenses liées à la transition énergétique, etc. Mais il semble que malgré tout, on puisse se diriger vers cette mesure-là. La mesure, effectivement, de modifier les 60% et aller vers en fait des règles plus spécifiques pays par pays, ça sera beaucoup plus difficile. Ça demandera effectivement l'unanimité des membres de l'Union européenne. Ça sera plus difficile, mais pour nous, ce n'est clairement pas impossible à avoir dans les 2 ans à venir, fruit vraisemblablement de très longues discussions et de sommets qui pourraient durer encore une fois toute l'année. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je pense qu'on a encore un peu de temps, oui, on a encore un peu de temps pour répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé extrêmement complet et riche qui fait un tour exhaustif de la question. J'ai envie de poser une première question à Yvan et ensuite de rentrer dans le jeu des questions-réponses avec l'audience. On a vu lors de la précédente phase de la crise et puis pour les observateurs attentifs dans des phases plus récentes que l'Allemagne est un élément clé dans une éventuelle réforme des règles budgétaires en Europe. Quel sentiment les observateurs que vous êtes avez-vous de la position allemande, de son éventuelle évolution avec le changement de gouvernement et de l'éventuelle condition, des éventuels obstacles juridiques internes à l'Allemagne à surmonter? Alors, je pense sur l'Allemagne, sur le gouvernement allemand, c'est un peu mitigé, c'est-à-dire qu'on a à la fois donc, le SPD avec Scholz, qui, quand il était ministre des Finances, avait très clairement pris le parti d'une plus forte intégration. Et maintenant, le Lindner, donc le patron du FDP, plus réticent effectivement à l'intégration européenne, qui est ministre des Finances et qui a envoyé des signaux récemment plutôt négatifs de ce point de vue-là. Je pense que, en fait, quand on regarde le contrat de coalition, parce que c'est ce qui est important en Allemagne, c'est le contrat de coalition, on s'aperçoit que sur les règles budgétaires en soi, c'est très flou. On dit effectivement qu'on est ouvert à une négociation, mais il n'y a pas vraiment une ligne directrice. Par contre, sur l'Union européenne, l'idée dans le contrat de coalition, c'est d'avancer vers une Europe fédérale, une Union européenne fédérale. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est assez mitigé. Mon sentiment, c'est que dans les négociations, et on l'a vu, alors effectivement c'était avec Merkel, mais on l'a vu dans le passé, l'Allemagne est pragmatique. C'est-à-dire que on commence en disant on veut pas toucher aux règles budgétaires, et puis surtout quand on est face, je pense la proposition franco-italienne, c'est une façon de faire face à la proposition franco-italienne pour essayer de revenir à un juste milieu. Mais effectivement, ça va amener à beaucoup de négociations, de très longues négociations qui, comme à chaque fois, hein, peut-être ça sera peut-être in fine un compromis un peu mou au niveau européen, mais on a vu, je dirais, au niveau des années passées que malgré tout, l'Allemagne a su faire des pas importants vers plus d'intégration. Si je peux me permettre pour juste compléter ce Bien sûr. Yvan,
Il y a, il y a, il y a, il y a d'un côté les règles budgétaires européennes, où là, ils vont à évoquer quand même, il y a quand même des marges de manœuvre. Il y aura des changements. Tout le monde est d'accord que les règles antérieures sont stupides, ne marchent pas, y compris parmi tous les économistes très orthodoxes allemands. Après, il y a quand même la question que l'exemple de l'exemple que l'Allemagne va donner, et en particulier pour financer sa transition climatique. Et la question pendante, c'est est-ce que tout ça, c'est compatible avec le maintien des règles budgétaires actuelles en Allemagne, et puis de la Constitution, et de la Constitution qui proscrit de faire des déficits structurels. Donc ça, c'est parce que en fait, le vrai game changer, alors ça c'est, oui, le vrai game changer, ce serait probablement si l'Allemagne changeait ça, et donc elle-même implémentait ce type de règles budgétaires qui donneraient plus de marge de manœuvre pour financer les différents enjeux à venir, dont la question du financement climatique, alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout clair. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir la volonté de changer les règles constitutionnelles et la fameuse debt break. Donc, s'il n'y a pas de ce changement, la perspective d'une négociation difficile, très difficile, s'annonce. Oui, non, mais il pourrait y avoir toujours cette divergence, autrement dit, des règles que l'Allemagne accepte, mais des règles strictes qu'elle s'applique, et donc finalement avec une sorte de baromètre ou de référence qui reste ce que fait en pratique l'Allemagne. Alors je le mentionne parce que c'est très important en ce qui concerne les différentiels de dette ou de spread. Si l'Allemagne réduit sa dette publique à 50 points de PIB ou 60 points de PIB, ne fait des coupes claires dans beaucoup de dépenses pour financer la transition climatique, même si les règles budgétaires européennes donnent plus de marge de manœuvre, ça donne une sorte de y compris pour les marchés. Alors après, ils vont insister là-dessus. Il faut bien concevoir les règles, le changement des règles budgétaires que tout le monde appelle de CE, la BCE est la première demandante, dans la prospective de faire des améliorations, de faire des avancées du côté de tous les champs de l'union budgétaire, avec une sorte de solidarité implicite. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre la forme d'un fonds de relance permanente. Ça peut, excusez-moi, voilà, ça peut prendre plein de formes. Mais si derrière ce changement des règles budgétaires, même si l'Allemagne, comme je disais, ne donne pas forcément le bon exemple, mais il y a une sorte d'engagement de tous les pays européens à une forme de solidarité au cas où, à partir du moment où les pays respectent les règles budgétaires, les nouvelles règles budgétaires, dans ce cas-là, oui, effectivement, l'Allemagne pourra faire ce qu'elle veut, mais s'imposer ses propres évolutions de dette publique, déficit public, mais il y aura une sorte de garantie implicite pour les autres États qui, eux, pourront avoir des politiques budgétaires de financement de la transition climatique qui diffèrent de celles de l'Allemagne. Ça crée une situation d'asymétrie qui serait probablement difficilement tenable pour un gouvernement allemand. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir, quand on va regarder derrière, il faut des nouvelles règles. Ils vont expliquer. Les règles actuelles, elles sont périmées. Tout le monde est d'accord. Il faut anticiper les nouvelles règles comme étant plus facilement implémentables et appropriables aussi par les gouvernements, communicables, parce que là, elles sont tellement complexes que personne ne comprend, même les économistes experts. Mais il faut aussi qu'elles soient crédibles au point qu'il y ait cette garantie implicite de soutien au cas où, enfin, que les chocs à venir soient symétriques ou asymétriques. Et c'est ça toute la difficulté. Donc après, ils vont à mettre sur la table toutes les propositions.
on va voir, on en saura prendre plus à la fin de l'année, même si le processus de discussion probablement continuera en 2023. Pour en revenir aux questions plus macroéconomiques, il y avait une question sur le caractère autorégulateur d'une éventuelle, enfin de l'augmentation des prix qui aurait des conséquences sur la politique monétaire de la BCE et qui lui permettrait de mener une politique moins rigoureuse. Ce qui pose la question, je pense, de l'indexation des salaires et des autres revenus sur l'inflation. Oui, après, il y a une question avec le choc d'inflation. Est-ce que ça ne va pas être un choc récessif ou qui voilà, on verra, mais j'essaie de vous convaincre qu'il y avait un peu de marge de manœuvre, faut quand même, en tant que banque centrale, il faut quand même y aller prudemment. Aujourd'hui, il y a quand même les ménages ont accumulé beaucoup d'excès d'épargne. Et donc, il y a de quoi probablement tenir quand on regarde les ordres, c'est macro, hein, encore une fois. Il y a peut-être des problèmes de distribution, mais même si c'est pas évident. Mais il y a des ordres de grandeur tels aujourd'hui d'excès d'épargne accumulé qui permettent de faire face à ce choc. Et donc, a priori, pas de diminution ou de ralentissement fort de la croissance. Et c'est sûr, si demain, à cause des chocs inflationnistes, on tombe en récession, ça change la donne. Mais la vraie question, effectivement, c'est ce que tu soulèves, c'est si il y a un changement de régime avec un niveau d'inflation plus élevé qu'auparavant, voilà, en moyenne, au long du cycle. Et donc, on revenait à la situation d'avant la crise, d'avant la grande crise financière, avec une inflation qui était en moyenne, y compris l'inflation sous-jacente de l'ordre de 2%. Là, en termes de taux neutre, voilà, normalement, n'importe quel macroéconomiste dit que le taux neutre, il doit remonter. En tout cas, même si le taux neutre ne remonte pas beaucoup, le taux nominal, lui, il doit remonter. Et donc, ça plaide pour une politique monétaire qui est beaucoup plus rigoureuse. Ouais. C'est sur le c'est juste. Et enfin, les chiffres que tu as donnés sur la réserve d'épargne du ménage en France étaient assez édifiants sur cette capacité d'absorption. Et oui, juste là-dessus, on a peu d'évidence sur cette répartition de cette épargne à ma connaissance. Hein. C'est pas évident que cette épargne elle soit uniquement dans les mains des gens, les comptes courants des gens les plus aisés. Il y a pas beaucoup d'évidence. Je sais que l'INSEE travaille aussi dessus. Voilà, c'est juste pour préciser là-dessus. Et donc, avec la propension à consommer de cette épargne, des ménages qui ont accumulé cette épargne. Oui. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de la moitié, ça c'est une observation facile à vérifier, il y a plus de la moitié de cette épargne qui est sur les comptes en dépôt. Et donc, c'est pas, donc vous savez que c'est les comptes de livret A, quoi, on va dire. Donc, c'est que par essence, c'est pas, voilà, on sait qui détient ces livrets, quoi. C'est pas que les gens les plus aisés, ou si c'est les gens les plus aisés, c'est une part très faible de leur épargne, de leur patrimoine. Sur le financement de la transition écologique, il y a la très vaste question sur laquelle que vous avez déjà abordé, mais sur laquelle on peut revenir, qui est celui de savoir si, dans quelle mesure elle pourrait ou non s'autofinancer, c'est-à-dire de la rentabilité de ces investissements, donc implicitement du prix du carbone. Ouais, alors j'ai pas voulu ouvrir cette boîte de Pandore, mais pour être honnête, on commence à regarder pas mal le sujet, comme toutes les banques. C'est un vrai sujet.
Il me semble que s'il y a un rendement positif, en particulier, on voit bien tous les investissements dans le renouvelable, voire le nucléaire, c'est quand même à très très long terme. C'est pas à l'horizon des 10 prochaines années. Et je crois que c'est Artus qui mentionne bien que quand on regarde, je crois qu'il a raison, hein, quand on regarde en termes de potentiel de croissance, juste l'aspect offre voilà, de la trajectoire, eh bien le premier facteur, c'est qu'il y a une dépréciation du stock de capital initial, c'est qu'il y a des infrastructures qu'on avait bâties, que ce soit le logement, toutes les énergies à base d'hydrocarbures qui vont être largement dépréciées. Donc on a un choc très négatif sur le potentiel de croissance. Et dire que ça peut être substitué, avoir des effets multiplicateurs supérieurs à 1 par les nouvelles dépenses d'investissement, ça me paraît une hypothèse à horizon visible, hein, les prochaines années. Peut-être qu'à long terme, ça change, mais qui me paraît quand même osé. Donc, ça justifierait une éventuelle nationalisation d'EDF, pour refaire une petite référence à l'actualité. Écoutez, votre présentation a été vraiment très riche. Je pense que le mieux, c'est qu'on s'arrête là pour la discussion et que l'on digère tous les éléments que vous nous avez fournis. Je pense que c'est un sujet que naturellement il faut suivre de manière très attentive et peut-être qu'on vous sollicitera dans ce tandem très fécond que vous nous avez offert aujourd'hui et que je vous remercie, dont je vous remercie, pardon. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.